Comment un aliment produit par des insectes, stocké dans de la cire et conservé sans aucune réfrigération peut-il rester intact pendant des années, des décennies, voire même des siècles, sans s'altérer dans un pot? La réponse se trouve dans une usine vivante qui régule les enzymes, l'humidité, la température, la ventilation et le stockage avec une précision impressionnante. Ainsi, derrière une simple cuillerée de miel, se cache un travail si colossal qu'aucune usine humaine ne pourrait le reproduire de la même manière. Mais comment des créatures aussi minuscules parviennent-elles à produire quelque chose de aussi complexe, de aussi précieux et de aussi précis? Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Toute cette production se déroule dans l'obscurité, sans moteur, sans électricité, et sans qu'un seul ordre soit donné à la moindre abeille. Un pot de miel commence par des milliers de vols, d'innombrables fleurs et une usine vivante qui ne dort jamais. Avant d'arriver sur votre table, cet or liquide traverse le corps des abeilles, mûrit dans de petites cellules de cire et peut alors seulement être récolté. Bienvenue sur la chaîne Usines et Secrets. Aujourd'hui, vous allez pénétrer au cœur d'une ruche, assister à la naissance de ce que l'on appelle l'or liquide et découvrir comment les fleurs, les abeilles, les rayons et la technologie s'unissent pour transformer la nature en un produit présent dans des millions de foyers. Tout commence par une société organisée avec une précision remarquable. En son centre se trouve la reine, dont la mission principale est de pondre et d'assurer la continuité de la colonie. Autour d'elle s'activent des milliers d'abeilles ouvrières, chargées de nettoyer les cellules, nourrir les larves, produire la cire, défendre l'entrée, ventiler la ruche et partir chercher de la nourriture. Les faux bourdons, eux, ont une mission bien différente: féconder une reine au cours du vol nuptial. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Aucune abeille ne reçoit d'ordre comme dans une usine humaine. L'organisation naît de signaux chimiques, de contacts, de vibrations et de comportements répétés. Chaque ouvrière change de rôle en vieillissant, en commençant par des tâches à l'intérieur de la ruche avant d'affronter, plus tard, le monde extérieur à la recherche de nectar, de pollen, d'eau et de résine. C'est aussi dans cet environnement que naissent différents produits. Le nectar sera transformé en miel. Le pollen contribue à nourrir la colonie. La cire sert à bâtir les rayons. La gelée royale nourrit les larves et la reine. Quant à la propolis, fabriquée à partir de résine végétale, elle aide à colmater et à protéger l'habitat des abeilles. Dans notre épisode précédent, nous avons vu une usine transformer des ingrédients ordinaires en mayonnaise grâce à des machines, des moteurs et un contrôle humain. Ici, c'est presque l'inverse. Le miel naît au cœur d'une usine vivante, sans électricité, sans consigne et avec des milliers d'abeilles travaillant dans une coordination parfaite. Et voici une question fascinante. Combien de fleurs, combien de kilomètres et combien de vols se cachent dans un seul pot de miel? Vérifiez dès maintenant que vous êtes bien abonné à Usines et Secrets, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment la nature a créé une chaîne de production si efficace que la technologie humaine cherche encore à l'imiter. Maintenant que nous savons qui travaille à l'intérieur de la ruche, il faut découvrir où cette usine vivante s'installe et comment ces ouvrières trouvent leurs matières premières. Dans la nature, les abeilles occupent des cavités d'arbres, des fissures et d'autres espaces abrités. Lorsqu'elles sont élevées par des apiculteurs, elles vivent dans des ruches conçues pour faciliter l'inspection, l'entretien et la récolte du miel tout en limitant les perturbations pour la colonie. L'ensemble des ruches installées au même endroit porte le nom de ruchère. Il ne s'agit pas simplement d'un alignement de caisses. Le site doit offrir de l'eau, des fleurs, un abri, un accès pratique et une distance suffisante des zones très fréquentées. Il faut également surveiller l'utilisation de produits phytosanitaires dans les environs. Certains ruchers restent au même endroit toute l'année. D'autres sont déplacés afin de suivre les différentes floraisons. C'est ainsi que l'on obtient des miels issus de l'oranger, de l'eucalyptus, du caféier et de nombreuses autres plantes. Leur saveur, leur couleur et leur parfum varient,
car chaque origine fournit une combinaison particulière de nectar. L'entretien demande bien plus que d'attendre que les pots se remplissent. L'apiculteur vérifie si la reine est active, si les réserves sont suffisantes, si des maladies ou des parasites apparaissent et si l'espace permet à la population de se développer. En période de pénurie, de mauvaises décisions peuvent affaiblir toute la colonie. Le miel ne doit jamais être prélevé au point de priver les abeilles de leurs réserves. Lorsque la floraison commence, les butineuses entrent en action. Elles recherchent des couleurs, des parfums et des itinéraires mémorisés lors de vols précédents. Leurs yeux composés perçoivent un autre monde. Les abeilles distinguent une partie des ultraviolets, une longueur d'onde invisible pour l'être humain. De nombreuses fleurs présentent des motifs ultraviolets qui agissent presque comme des flèches indiquant l'endroit où se cache le nectar. Trouver une bonne source de nourriture ne représente que la moitié du travail. L'abeille doit ensuite revenir et indiquer à ses congénères où elle se trouve. Pour cela, elle exécute ce que l'on appelle la danse frétillante, également connue sous le nom de danse des abeilles. Un système de communication sophistiqué, étudié par le zoologiste autrichien Karl von Frisch, qui fait partie de ce que l'on appelle le langage des abeilles. Pendant cette danse, l'orientation du déplacement indique la direction à suivre par rapport au soleil, tandis que sa durée permet de communiquer la distance jusqu'aux fleurs. Au cœur d'une ruche plongée dans l'obscurité, le corps de l'abeille devient une véritable carte. Les recherches de Karl von Frisch sur le langage et le comportement des abeilles ont permis de comprendre comment ces insectes partagent des informations. En 1973, il a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine pour ses découvertes sur le comportement animal, notamment ses travaux pionniers sur le langage des abeilles. Les butineuses utilisent également les odeurs, les repères visuels et le paysage pour s'orienter. Selon l'abondance des fleurs, elles peuvent récolter près de la ruche ou parcourir plusieurs kilomètres. Plus la floraison est éloignée, plus la dépense d'énergie augmente. L'emplacement du rucher influence donc directement la santé des abeilles et le niveau de production. En vol, une abeille peut approcher les 20 km à l'heure, même si le vent, la charge transportée et l'environnement modifient son allure. Chaque voyage ne rapporte pourtant qu'une quantité minuscule. Le jabot à miel, une poche distincte de l'estomac digestif, sert à transporter le nectar. Lorsqu'il est plein, il peut représenter une part importante du poids total de l'abeille. Mais combien de fleurs faut-il pour remplir un pot ? Il n'existe aucun chiffre universel, car la quantité et la concentration du nectar varient selon les plantes, le climat et la saison. Malgré cela, un pot vendu dans le commerce peut réunir le résultat de millions de visites florales. Chaque cuillerée concentre des milliers de décisions de vol et de récolte. Lorsqu'elle se pose sur une fleur, l'ouvrière déploie sa trompe, semblable à une petite langue, puis aspire le nectar. À cet instant commence une transformation invisible. Le liquide pénètre dans le jabot à miel et entre en contact avec des enzymes produites par l'abeille elle-même. Celles-ci commencent à modifier les sucres dès le trajet du retour. En plus du nectar, les abeilles récoltent du pollen, de l'eau et des résines. Le pollen est transporté sur leurs pattes arrière et sert à nourrir la colonie. L'eau contribue à réguler la température. Quant aux résines végétales, elles seront transformées en propolis, principalement utilisées pour colmater et protéger la ruche. Cela signifie que le miel, la propolis, le pollen et la gelée royale ne sont pas une seule et même substance. Le miel provient principalement du nectar transformé et concentré. La propolis est issue de matières résineuses. La gelée royale, elle, est une sécrétion produite par les abeilles nourricières pour alimenter les larves et, tout particulièrement, la reine. Lorsque la butineuse revient, sa récolte est encore bien loin du miel épais que nous connaissons. Le nectar contient beaucoup d'eau et doit subir plusieurs transferts, réactions et étapes d'évaporation. Cette matière première a traversé les champs, été repérée grâce à des sens extraordinaires et transportée sur plusieurs kilomètres. Elle va désormais entrer dans la chaîne de transformation dissimulée au cœur de la ruche. Lorsque la butineuse arrive à la ruche, elle ne dépose pas directement le nectar dans les rayons.
Elle commence par en transmettre de petites quantités à d'autres ouvrières. Ce processus, appelé prophylaxie, pourrait ressembler à un simple échange de nourriture, mais il fonctionne comme une succession de micro-transformations. À chaque transfert, de nouvelles enzymes entrent en contact avec le nectar et en modifient la composition. Le liquide est ensuite déposé en fines couches à l'intérieur des cellules. À ce stade, il contient encore trop d'eau pour être considéré comme un miel arrivé à maturité. S'il était stocké ainsi, il pourrait fermenter. La ruche lance donc une véritable opération de séchage fondée sur la chaleur, la circulation de l'air et le travail collectif. Des centaines d'ouvrières battent des ailes devant l'entrée et au-dessus des rayons. Ce courant d'air réduit l'humidité et accélère l'évaporation. C'est comme si la ruche possédait son propre système naturel de ventilation industrielle. Pendant ce temps, la chaleur produite par la colonie aide à maintenir des conditions favorables au processus. Peu à peu, le nectar s'épaissit. Le saccharose est partiellement décomposé en sucre plus simple, principalement du glucose et du fructose. L'acidité augmente, la teneur en eau diminue et le liquide acquiert des propriétés qui freinent le développement de nombreux micro-organismes. C'est cette combinaison qui rend le miel aussi stable lorsqu'il est correctement conservé. Mais comment les abeilles savent-elles qu'il est prêt ? Elles perçoivent les changements de consistance et d'humidité. Lorsque le contenu atteint le niveau idéal, elles recouvrent chaque cellule d'un mince bouchon de cire appelé opercule. Un cadre presque entièrement operculé constitue l'un des principaux signes de maturité observés par l'apiculteur. Les rayons sont eux aussi de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie. Leurs cellules hexagonales optimisent l'espace et la matière avec une efficacité remarquable. La cire est produite par des glandes situées chez les abeilles ouvrières et apparaît sous forme de minuscules écailles. Elle est ensuite malaxée, modelée puis intégrée à la structure. Chaque paroi semble fragile, mais elle supporte les réserves, le couvain et des milliers d'abeilles. Et il existe un mythe qu'il faut absolument dissiper. Le miel n'est pas du vomi au sens habituel du terme. Le nectar reste dans le jabot à miel, une poche spécialisée distincte de l'estomac digestif. Il est régurgité de manière contrôlée afin d'être transmis et transformé sans suivre le même parcours que lors de la digestion normale. La propolis ne se mélange pas non plus naturellement au miel en quantité significative. Elle provient de résine végétale et sert à colmater les fissures et à protéger la ruche. La gelée royale, quant à elle, est une sécrétion produite par les abeilles nourricières. Chaque produit remplit une fonction différente au sein de cette usine vivante. Et voici l'un des plus grands secrets de l'or liquide. L'abeille maîtrise l'humidité, la température, la ventilation, le stockage et la protection, le tout sans moteur, sans capteur électronique et sans supervision humaine. Maintenant que le miel est arrivé à maturité et que les rayons sont scellés, un nouveau défi se présente. Comment prélever cette richesse sans détruire la ruche, nuire au couvain ou priver les abeilles de nourriture? C'est ici que commence le travail méticuleux de l'apiculteur. Le miel est mûr, les cellules sont fermées et la ruche abrite une réserve précieuse. Mais la récolte ne peut pas commencer n'importe comment. Avant de retirer le moindre cadre, l'apiculteur observe le comportement des abeilles, les conditions météorologiques et le degré d'operculation des rayons. Des cadres contenant encore un nectar trop humide peuvent compromettre toute la production, car l'excès d'eau augmente le risque de fermentation. Vêtu d'une combinaison, de gants, de bottes et d'un voile de protection, l'apiculteur s'approche de la ruche avec des gestes calmes. L'enfumoir libère de petites quantités de fumée froide. Celle-ci aide à atténuer la réaction défensive des abeilles, mais son utilisation doit rester maîtrisée. Trop de fumée peut stresser la colonie et laisser des odeurs indésirables à proximité du produit. Le toit de la ruche est retiré, puis les cadres sont inspectés un par un. L'apiculteur recherche des rayons arrivés à maturité, bien operculés et situés dans les hausses, la partie de la ruche principalement destinée au stockage du miel. Les cadres contenant du couvain, des œufs ou des larves restent dans le corps de la ruche. Il faut également conserver des réserves suffisantes pour nourrir la colonie elle-même, en particulier avant les périodes où les fleurs se font rares. Les abeilles encore présentes sur les cadres sont délicatement écartées. Selon la méthode employée, l'apiculteur peut utiliser des brosses adaptées,
des chasses-abeilles ou des souffleurs maniés avec précaution. Les cadres sont ensuite transportés dans des caisses propres et fermées jusqu'à la miellerie afin d'éviter la poussière, l'humidité, les insectes et tout contact avec le sol. C'est à cet instant que le travail de la nature rencontre la technologie. Dans l'unité de transformation, les surfaces, les ustensiles et les équipements doivent être parfaitement nettoyés. Le miel doit déjà être considéré comme un aliment prêt à être consommé. Une seule défaillance d'hygiène peut contaminer en quelques minutes le résultat de milliers de vols. La première opération est la désoperculation. À l'aide d'un couteau chauffé ou d'une fourchette en acier inoxydable, l'opérateur retire la fine couche de cire qui ferme les cellules. Les rayons dorés s'ouvrent alors et le miel commence à s'écouler lentement sur la table de désoperculation. La cire retirée n'est pas forcément jetée. Une fois séparée et nettoyée, elle peut être réutilisée dans de nouveaux produits ou réintégrée au cycle de production. Les cadres sont maintenant placés dans l'extracteur centrifuge. Ils sont disposés sur des supports autour d'un axe, puis se mettent à tourner. La force générée par le mouvement projette le miel hors des cellules contre la paroi intérieure de l'appareil. Le liquide s'écoule ensuite vers le fond avant de sortir par une vanne. Le plus ingénieux, c'est que le rayon peut rester presque intact et retourner dans la ruche, épargnant ainsi aux abeilles l'immense effort nécessaire pour le reconstruire. Imaginez l'importance de ce détail à grande échelle. Produire de la cire demande de la nourriture et beaucoup d'énergie à la colonie. Lorsque les rayons sont préservés, les ouvrières peuvent consacrer davantage d'efforts à la récolte et au stockage. Une simple décision de l'apiculteur peut donc modifier l'efficacité de toute cette usine vivante. Aviez-vous imaginé que les mêmes rayons pouvaient être réutilisés ? Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris jusqu'ici, puis indiquez également votre ville et votre région. Nous saurons ainsi jusqu'où ce voyage au cœur du monde du miel est en train d'arriver. À la sortie de l'extracteur, le miel peut encore contenir de petits fragments de cire, des particules de propolis et des bulles d'air. Il passe donc à travers des tamis ou des filtres adaptés. L'objectif est d'éliminer les résidus physiques sans transformer le produit en une substance artificiellement raffinée. Vient ensuite la décantation. Le miel filtré repose pendant une durée contrôlée dans des cuves fermées. Les bulles d'air et les particules légères remontent à la surface, tandis que d'autres résidus se déposent. Cette étape silencieuse est pourtant décisive pour rendre le liquide homogène avant les analyses et la mise en pot. Le contrôle de la température est également essentiel. Une chaleur excessive peut altérer le parfum, le goût et certains composants utilisés comme indicateurs de qualité. Lorsqu'un léger chauffage est nécessaire pour fluidifier le miel ou réaliser une étape autorisée du procédé, la durée et la température doivent être rigoureusement maîtrisées. À la fin de ce parcours, le miel semble prêt. Pourtant, sa couleur dorée ne garantit ni sa pureté, ni sa maturité, ni sa sécurité. Avant la mise en pot, des échantillons doivent révéler la quantité d'eau encore présente, son niveau d'acidité, la composition de ses sucres et l'existence éventuelle de signes d'adultération. L'étape suivante ressemblera presque à une enquête scientifique menée au cœur de chaque lot. Le miel a quitté l'extracteur, traversé les filtres et reposé dans les cuves. À l'œil nu, il semble prêt. Pour le laboratoire, il reste pourtant un lot sous investigation. Contient-il trop d'eau ? A-t-il commencé à fermenter ? Ces sucres proviennent-ils réellement du nectar ? Autant de questions qui exigent des réponses, car c'est à cette étape que l'apparence laisse place aux mesures. L'un des premiers tests consiste à mesurer l'humidité. En France, la réglementation européenne fixe, pour la plupart des miels, une teneur maximale de 20 grammes d'eau pour 100 grammes de produit. Plus l'humidité est élevée, plus le risque de fermentation augmente. Voilà pourquoi il est essentiel de récolter des rayons arrivés à maturité. L'acidité, les sucres, l'activité enzymatique et les matières insolubles sont également analysés. Aucun résultat pris isolément ne suffit à raconter toute l'histoire. Les techniciens croisent plusieurs paramètres pour déterminer si le lot a conservé ses caractéristiques naturelles et si un sirop étranger y a été ajouté. C'est ici qu'apparaît une confusion fréquente. Un miel pur n'est pas un miel dépourvu de sucre. Il est naturellement riche en glucose et en fructose, issus du nectar transformé par les abeilles.
La mention « sans sucres ajoutés » signifie qu'aucun sucre de canne, glucose industriel, sirop de maïs ou autre source sucrée n'a été incorporé. Selon les normes internationales, un produit vendu sous le nom de miel ne doit contenir aucun ingrédient supplémentaire. Et les tests maison que l'on voit sur Internet? Dites-moi, en avez-vous déjà essayé un? Verser du miel dans l'eau, brûler une goutte ou observer la manière dont il s'écoule ne permet pas de prouver sa pureté. L'humidité, la température, l'origine florale et la cristallisation modifient son comportement. Seules des analyses permettent de confirmer une éventuelle adultération. La cristallisation trompe également de nombreux consommateurs. Lorsque le miel devient épais ou granuleux, certains pensent qu'il s'est détérioré ou que du sucre y a été ajouté. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un phénomène naturel provoqué par la formation de cristaux de glucose. Certains miels cristallisent rapidement, tandis que d'autres restent liquides plus longtemps selon leur composition, la température et leur origine botanique. La couleur et le goût varient eux aussi. Un miel clair peut être délicat, tandis qu'un miel plus sombre peut révéler des arômes intenses. Cela ne permet pas d'établir une règle universelle de supériorité. La floraison, le terroir, le climat, l'espèce d'abeille et les pratiques apicoles impriment une signature différente à chaque lot. Une fois approuvé, le miel passe à la mise en pot. Des doseuses versent des quantités précises dans des récipients parfaitement nettoyés, qui reçoivent ensuite leur couvercle, leur opercule de sécurité, leur étiquette, leur numéro de lot et leur date de durabilité minimale. La traçabilité permet de remonter du pot jusqu'à l'unité de transformation, voire jusqu'au rucher d'origine. Avant de quitter l'unité de production, les emballages sont contrôlés afin de détecter d'éventuelles fuites, erreurs de poids ou défaillances de fermeture. Ils sont ensuite placés dans des cartons et acheminés vers les centres de distribution. Mais ce voyage soulève encore deux questions. Quel pays domine la production mondiale? Et existe-t-il réellement un miel que l'on puisse désigner comme le meilleur de la planète? Une fois contrôlé, mis en pot et étiqueté, le miel quitte l'unité de transformation et rejoint un réseau de cartons, d'entrepôts, de camions et de commerces. Le pot paraît petit, mais il renferme toute une chaîne qui a commencé lorsqu'une abeille a repéré une fleur grâce à ses couleurs, ses parfums et des signaux ultraviolets invisibles à nos yeux. À l'échelle mondiale, cette chaîne atteint des proportions impressionnantes. Selon les données actualisées de la FAO, environ 2 millions de tonnes de miel ont été produites dans le monde en 2024. La Chine est restée en tête avec près de 456 000 tonnes, soit presque un quart de la production mondiale. Viennent ensuite l'Inde avec environ 146 000 tonnes, puis la Turquie avec près de 95 500 tonnes. Autrement dit, alors qu'une seule abeille ne transporte qu'une minuscule goutte de nectar à chaque voyage, des millions de colonies réparties dans le monde parviennent à transformer cet effort presque invisible en une production gigantesque. Mais quel est le meilleur miel du monde? Il n'existe pas de réponse scientifique unique. Les concours évaluent le goût et les arômes, les marchés valorisent la rareté et l'origine, tandis que les laboratoires analysent la composition et l'authenticité. Le miel de Manuka, produit à partir du nectar de l'arbuste Manuka en Nouvelle-Zélande, est devenu l'un des plus célèbres et des plus chers. Pour être exporté sous cette appellation, il doit répondre à une définition officielle de authenticité. Son surnom d'or liquide prend alors tout son sens. Le miel concentre le travail biologique des abeilles, l'énergie puisée dans les fleurs, le savoir-faire de l'apiculteur et un processus qu'il est impossible d'accélérer sans limite. Mais sa valeur dépasse largement le contenu du pot. En visitant les fleurs, les abeilles transportent le pollen et participent à la reproduction de nombreuses plantes. Prendre soin des ruchers implique d'éviter les récoltes excessives, de surveiller les maladies et de limiter les risques liés aux produits phytosanitaires. Produire du miel dépend avant tout de la survie de l'usine vivante qui le fabrique. Et voici la dernière révélation. Le miel est produit par les abeilles comme réserve alimentaire de la colonie, et non pour les êtres humains. Nous avons simplement appris à prélever une partie de ces réserves, à les transformer et à les distribuer sans interrompre le cycle. De la fleur à la mise en pot, chaque récipient renferme une histoire qui n'apparaît presque jamais sur les étiquettes.
Abonnez-vous à Usines et Secrets pour continuer à découvrir comment la nature et la technologie transforment les matières premières en produits présents dans notre quotidien. Et dites-nous dans les commentaires quelle découverte sur le miel vous a le plus surpris aujourd'hui. Et si vous pensez avoir déjà tout vu, vous n'imaginez pas l'usine que nous avons révélée dans notre dernier épisode. Il s'affiche déjà sur votre écran, cliquez et suivez-moi pour découvrir un nouveau secret caché ici sur Usines et Secrets. Je vous embrasse et je vous retrouve là-bas.